On travaillera aujourd'hui sur un extrait tiré de l'histoire romaine de Dion Cassius, livre 52, et qui révèle la vision de la monarchie impériale selon Mécène. C'est donc les paroles mises dans la bouche de Mécène que l'on va entendre maintenant. Je suis donc d'avis que, sans t'arrêter à des mots spécieux, tu ne te laisses pas abuser, mais qu'au contraire, pesant avec soin les résultats que l'on tire des faits eux-mêmes, tu mettes un terme à l'audace de la multitude et mettes entre tes mains et celles des autres citoyens d'élite l'administration des affaires publiques, afin que les délibérations au Sénat soient réservées aux hommes les plus sensés, les postes d'exécution aux hommes les plus aptes au commandement, pendant que le service rémunéré dans les armées est confié aux hommes les plus vigoureux et les plus pauvres. De cette façon, chaque groupe de citoyens accomplira avec zèle les fonctions qui lui incombent et rendra avec empressement les services qu'il attend des autres. Garde-toi de penser que je te conseille d'asservir le peuple et le Sénat et ainsi d'instaurer une tyrannie. Jamais je n'oserais le dire, jamais tu n'oserais le faire. Mais il sera honorable et utile pour toi et pour l'État de tout régler par des lois appropriées après consultation de l'élite des citoyens, sans que personne de la multitude n'ait la possibilité de vous contredire ou de vous faire opposition. Que toi et tes conseillers conduisiez les guerres selon vos propres vœux et que les autres citoyens exécutent sur le champ l'ordre qu'ils auront reçu. Que le choix des magistrats vous appartienne, que vous déterminiez les récompenses et les châtiments. Ainsi, le bénéfice de tout ceci sera que toute résolution arrêtée par toi et par tes pairs devienne aussitôt loi et que les guerres contre nos ennemis soient menées en secret et en temps opportun, que ceux qui aspirent aux honneurs doivent leur élévation à leur mérite et non au sort ou à la brigue. Que les bons soient récompensés sans exciter l'envie, les méchants châtiés sans exciter de sédition. Que toutes les affaires, pour qu'elles soient bien conduites, ne soient ni portées à la connaissance de l'Assemblée du peuple, ni soumises aux délibérations publiques, ni livrées à la brigue des partis, ni exposées aux dangers de l'ambition. Nous jouirons alors agréablement des biens que nous possédons, sans être engagés dans des expéditions risquées, ni dans des séditions impies. Ce sont là, en effet, les inconvénients de toute démocratie, attendu que les citoyens puissants, prétendant au premier rang et salariant les citoyens les plus faibles, bouleversent tout. Inconvénients qui se sont produits chez nous en grand nombre, et il n'y a pas d'autre moyen de les faire cesser que celui que je propose. La preuve, c'est que depuis si longtemps nous sommes en proie aux guerres et aux séditions. La cause, c'est le chiffre élevé de notre population et l'importance des affaires à régler. Les hommes se remarquent par la diversité de leurs tendances et de leurs désirs, qu'ils soient divisés par leur race ou par leurs dons de toutes sortes. Et les affaires de l'État ont atteint un tel développement qu'elles ne peuvent être administrées qu'avec une extrême difficulté. Puisses-tu, en considérant ces faits et en mesurant toutes les autres circonstances confuses, n'abandonner ni toi-même ni la patrie pour éviter de passer aux yeux de quelques-uns pour un ambitieux, qui ignore d'ailleurs les circonstances qui t'y ont poussé. Si donc il y a matière à un blâme, il est juste d'en accuser les meurtriers de ton père. S'ils ne l'avaient pas tué si injustement et si déplorablement, tu n'aurais pas pris les armes contre eux, tu n'aurais pas levé des légions, tu ne te serais pas ligué avec Antoine et Lépide, et tu ne les aurais pas combattus à leur tour, de telle sorte que nous devons, dans notre propre intérêt et dans celui de l'État, obéir à la fortune
qui te donne la monarchie. Passons aux commentaires. On voit qu'il s'agit, dans le texte de Dion Cassius, d'un témoignage essentiel qui permet d'aborder le problème de la mise en place d'un nouveau régime politique et de concevoir son traitement plus de 2 siècles et demi après la naissance du Principat. Il est donc important de juger de la place de cette présentation du régime dans le cadre des luttes politiques de l'époque sévérienne entre Principat augustéen et monarchie militaire. Penchons-nous d'abord sur la nature du texte. Il s'agit d'une histoire annalistique, en langue grecque, en 80 livres, aburbe condita, couvrant l'histoire romaine des origines légendaires, l'arrivée des nés en Italie, jusqu'au règne de Sévère Alexandre, 222-235. 50 livres sont consacrés à la République, 30 au Principat, selon une composition par décade. Demeurent de leur intégralité les livres 36 à 60, des années 66 avant Jésus-Christ à 47 après Jésus-Christ. Des compléments ont été apportés par des abréviateurs byzantins, Zonaras, plus proche du texte au XIIe siècle, Siphilin au XIe, qui permettent de pallier parfois les lacunes de la conservation du texte. L'extrait qui est lu est tiré du livre 52, qui couvre l'année 29, les consulats d'Octavien, le 5e, et de Sextus Apuleius, et rapporte un débat sur l'organisation de l'Empire autour d'Octavien des provinces orientales après la bataille d'Actium et la chute d'Alexandrie. L'auteur met en scène Agrippa et Mécène, 2 conseillers du vainqueur de la guerre civile, qui exposent l'un après l'autre leur conception sur la nature du régime à mettre en place. Ce sont les chapitres 2 à 13, puis 14 à 40. Mécène, dans son discours, est censé défendre l'idéal monarchique face à la tradition républicaine, démocratique, incarnée par Agrippa. Il envisage d'abord, donc des chapitres 14 à 18, les aspects fondamentaux du problème, nécessité du pouvoir personnel, forme de gestion de l'État. Puis, de 19 à 33, les mesures concrètes d'organisation et de fonctionnement. Enfin, de 34 à 40, la figure idéale du princeps. Qui est Dion Cassius? Claudius Cassius Dio, d'une famille connue depuis l'époque de Néron, à Nicée, en Bithynie, apparenté à Dion de Prusse, Chrysostome. Le père, Cassius Apronianus, est membre du Sénat et a parcouru un cursus honorum en étant notamment proconsul de Lycie-Pamphylie, légat d'Auguste propriétaire de Cilicie, puis de Dalmatie, et, entre les deux, consul suffect. Son fils a revêtu la préture en 194, ce qui permet d'induire une naissance aux alentours de 164. Son enfance est romaine, ce qui en fait un témoin du règne de Commode de la crise de 193. Il a assisté aux funérailles de Pertinax et de l'avènement de Septime Sévère. Proche de Pertinax, ayant suivi une carrière d'abord essentiellement italienne jusqu'à la mort de Caracalla, mentionné comme son amicus lors de la campagne orientale et notamment présent en Nicomédie en 214, il est consul suffect en 204-206, curateur de Pergame et de Smyrne en 218-222 et connaît une accélération de sa carrière au contact de Sévère Alexandre. Il représente bien une résurgence du Sénat durant ce règne, en incarnant l'élite sénatoriale. Il est proconsul d'Afrique en 223, légat d'Auguste propriétaire de Dalmatie en 224-226, puis de Pannonie supérieure en 226-228, avant d'être le collègue de l'empereur au consulat en 229 et de disparaître définitivement de la scène politique cette année-là, en but à l'hostilité des prétoriens. On trouve une mention dans son œuvre de 10 années de recherche et de 12 années de rédaction, ce qui ne permet nullement d'établir une chronologie précise.
En 197, Dion présenta son travail sur les années de guerre civile écoulées durant une lecture publique devant l'empereur, insistant sur l'échec des opposants successifs aux triomphateurs, Didius Iulianus, Pescennius Niger et Claudius Albinus. Selon Miller, en 1964, le livre 52 aurait été rédigé en 214 pour une rédaction de l'ensemble de l'œuvre courant sur la période 208-219. Le récit des premières années du principat d'Auguste, 31-27, permet d'aborder sa définition politique, idéologique et institutionnelle de la victoire d'Axiome aux séances sénatoriales de janvier 27. Mais la transition difficile entre principat antonin et monarchie sévérienne est également un moment important pour la réflexion de Dion et pour notre approche de ce texte. La définition du régime politique ainsi donné, en fonction d'une relecture des origines dans le contexte des difficultés de l'élite sénatoriale sous les Sévères, ne permet pas de nier pour autant la possibilité d'un débat originel entre la restauration pure et simple de la res publica et la mise en place d'une monarchie à la lecture des catégories post-aristotéliciennes. La définition d'un programme politique par Mécène, une réflexion sénatoriale sur le partage des pouvoirs avec au IIIe siècle des oppositions empereur, élite sénatoriale et armée civile, qui rappelle les dérives passées, souligne l'engrenage qui a conduit à l'intervention armée d'Octavien et à la guerre civile et défend un partage des pouvoirs justifiant par les faits la prééminence d'un seul. Passons maintenant aux commentaires de manière plus approfondie. Il comprendra 3 parties. La première portera sur la nécessité d'un nouveau régime, la seconde sur partage des responsabilités entre le prince et le Sénat, et enfin la justification de la conservation du pouvoir par un seul. Je commencerai donc par, dans un premier temps, par la nécessité d'un nouveau régime qui marque véritablement la faillite de la République. L'argumentation de l'auteur permet d'envisager le blocage d'un système politique qui facilite l'inversion du rapport classique entre république et monarchie, et donc le retour sur des classifications politiques et morales développées abondamment chez les prédécesseurs de Dion. Le siècle de guerre civile écoulé illustre l'échec des institutions républicaines qui n'ont plus fonctionné selon le schéma idéal exposé par Polybe au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Un régime mixte qui permet d'équilibrer une composante démocratique, les comices, une composante oligarchique, le Sénat, et une composante monarchique, le pouvoir des magistrats supérieurs, à imperium tempéré par leur collégialité et l'annualité. De fait, et brièvement dans cet extrait, Mécène souligne les débordements attachés à ce siècle de guerre de sédition. Les relations de clientèle, l'usage de la brigue, et donc leurs conséquences, la manipulation des comices et le recours à la force, conduisent inévitablement à des relations contre nature, ces armées de prolétaires qui sont aux mains des ambitieux, les salariants. L'approche négative de l'action des imperatores, ces généraux vainqueurs bâtissant leur carrière politique à Rome sur des succès militaires dans les provinces, n'inclut bien évidemment pas le dernier représentant de cette lignée, Octavien, fils adoptif de César, mais elle contient un enseignement de taille dans la recherche des facteurs ayant précipité la chute du régime républicain. L'allusion à une augmentation des populations de toute race qui viennent rappeler que le grippage des institutions n'est pas seulement interne, mais résulte de la transformation d'une cité-État en un véritable empire aux frontières sans cesse reculées. En Orient, en Afrique, en Espagne et en Gaule. Cet empire ne peut se suffire d'une république brisée par les ambitieux.
Les malheurs des guerres civiles, car Virgile a chanté avec beaucoup de sincérité, mais aussi d'à propos, dans les Géorgiques et l'Énéide, semblent déboucher sur un nouveau constat. Le pouvoir fut souvent remis aux insensés, et l'audace de la multitude n'eut plus de bornes. Face à un représentant de la thèse adverse, Agrippa militant pour la restauration de la République, qu'Auguste lui-même semble accréditer dans ses Res Gestae, mais que Dion Cassius renverse dans son histoire romaine. Remettre tout le pouvoir au Sénat et au peuple, ou bien le recevoir d'eux. Mécène constate la nécessité de la monarchie qui saura redonner un sens aux expressions de concorde et de paix civile. L'invocation des meurtriers de César, puis d'Antoine et de Lépide, permet de souligner l'aboutissement des guerres civiles. Contrairement aux thèses classiques qui liaient la disparition de la République-démocratie à la suppression de la liberté de parole, à l'esclavage du peuple et donc à une nouvelle phase de trouble, Mécène allie monarchie et retour à la paix, pacification intérieure et extérieure, à Rome et dans l'Empire, selon une nouvelle répartition des responsabilités au sein du nouveau régime. Je renvoie au thème tacitéen d'une libertas securitas. Le nouveau régime ébauche un partage des responsabilités entre le prince et le Sénat. Ce sera le second point de ce commentaire. Il s'agit de mettre en relief l'esquisse d'un partage institutionnel qui met l'accent sur le rôle assigné à l'élite de la cité pour dépeindre la constitution modérée ainsi mise en place. Voyons tout d'abord la place accordée aux aristoi dans la société politique impériale. Le rôle attribué à Auguste dans cette république restaurée est toujours lié à la place accordée, dans le même temps, à une élite de la cité qui concourt ainsi à l'administration des affaires publiques. Le rôle de toutes les institutions, les assemblées délibératives étant négligées et les magistratures directement pourvues, ne se conçoit pas dans le cadre d'une coopération étroite avec cette élite des citoyens qui n'est pas sans rappeler les gens de bien qui entourent naturellement le bon prince, selon les propos de Pline dans son panégyrique de Trajan. Cette lecture oligarchique des institutions, ainsi modifiée par une suspension affirmée du contrôle démocratique des décisions prises, ne doit pas nous faire oublier les préoccupations plus actuelles de l'auteur, cherchant à réaffirmer le poids du Sénat dans des temps où cette assemblée a dû légitimer une approche plus militaire du pouvoir impérial avec les Sévères, c'est la fameuse crise de 193-197, mais également le fait que l'assemblée sénatoriale augustéenne fut profondément renouvelée de par les politiques antérieures de Sylla ou César et de surcroît de par les conséquences des affrontements. L'élite, qui semble partager l'administration des affaires avec le prince, se trouve en fait directement soumise à une autorité qui conditionne son accession à l'Assemblée et son avancement dans la carrière des honneurs. La fameuse récompense par le prince des meilleurs. On passe maintenant à la réforme institutionnelle. La Constitution modérée est au service d'une libertas, reconquise que les guerres civiles avaient rendue impossible. Mais elle rend compte de toute l'ambiguïté de la restauration des années 31-23 avant notre ère, telle qu'elle est rapportée dans nos sources et dans cet extrait. L'autobiographie d'Auguste, jamais achevée et qui ne nous est pas parvenue, fut rédigée dans ces années qui virent le régime se composer progressivement. Cette autobiographie était dédiée à Agrippa et Mécène, les deux acteurs de cette joute oratoire censée témoigner d'une réflexion sur le nous status. Je renvoie au livre 1, chapitre 2 des Annales de Tacite, et à Suétone, en particulier à son portrait d'Auguste, caractérisant le régime augustéen. L'essentiel de la proposition de Mécène réside dans la dénonciation des dérives de la crise de la République
et, par voie de conséquence, une concentration des pouvoirs entre les mains du prince, du premier au Sénat et dans la République, et de l'élite des citoyens. Il s'agit, par exemple, du contrôle de toutes les nominations aux magistratures, ce qui permet de contrecarrer les comices, qui ont pourtant continué à se réunir, du moins formellement, jusqu'à la période antonine, sinon à l'époque de Dion. Mais également l'expression de la loi partagée entre Sénat et prince, les senatus consultes ayant dorénavant force de loi, et les édits, constitutions et rescrits impériaux. Ces aspects qui illustrent un bouleversement de l'équilibre polybien conduisent à s'interroger sur la réalité du régime ainsi dessiné. En effet, troisième et dernier point du commentaire, le régime ébauché permet de mieux justifier la conservation du pouvoir parental. Tentons de le démontrer. Il s'agit de rejeter l'accusation de tyrannie et d'affirmer l'excellence de la monarchie. Le terme est employé chez les auteurs de langue grecque et particulièrement après la fin du 1er siècle. Voyons les deux arguments traités. Il s'agit d'une part le problème de la tyrannie et d'autre part de la monarchie. Premier argument, il s'agit de montrer que le pouvoir qui se met en place à ce moment-là n'est pas une tyrannie. Selon le modèle aristotélicien d'une monarchie non justifiée, ou, à Rome, d'une dérive du pouvoir que l'on a pu reprocher auparavant à Sylla puis à César. Les allusions au passé récent, à l'aventure des grands imperatores, permettent de rejeter toute identification à cette souveraineté d'Auguste qui n'a pas été déposée après Axiome et qui ne peut correspondre au pouvoir d'un seul, tel qu'il fut envisagé et qui a échoué. La justification passe par l'affirmation de la clôture des guerres civiles, qui correspond à l'établissement d'un vœu, la vengeance de César assassiné, que la dédicace du temple de Mars Ultor en 2 avant Jésus-Christ clôt définitivement, et doit déboucher sur une conservation du pouvoir au nom des intérêts de Rome et du peuple romain. Deuxième point, la conservation du pouvoir par un seul n'est pas une tyrannie, mais il s'agit bien d'une monarchie justifiée par les faits. L'engrenage des guerres civiles a conduit Octavien à lever une armée et à prendre le pouvoir. Je renvoie au début de ses Res Gestae. Mais l'idéologie de la victoire et les vertus du prince, en cette année 29 du triomphe et du vote du Clipeus Virtutis, permettent d'accorder à Auguste le bénéfice du retour à une paix qui instaure une liberté supérieure, différente par la multitude et les gens de bien, et le privilège d'incarner à lui seul un régime qui met entre ses mains l'essentiel du pouvoir de concert avec le Sénat et notamment le contrôle exclusif des armées pour en finir avec la guerre et fermer définitivement le temple de Janus. Concluons. Cette élaboration sévérienne d'une réflexion augustéenne est nourrie par les enseignements des périodes postérieures. L'aboutissement d'un régime monarchique, par la suspension presque définitive des comices populaires, l'équilibre très fragile entre princes, armée et élite sénatoriale, l'expression de la loi qui a trouvé sa formulation sous Hadrien, dans une perspective qui justifie une monarchie sénatoriale au nom des aspirations du IIIe siècle, en rejetant, si tant est que la restauration de la République ait jamais été conçue, le propos d'un Agrippa, représentant d'un peuple qui a trouvé des compensations d'un autre ordre dans le règne de l'Optimus
princeps.